Jean-David Bedel me dit « Tu parles souvent de personnes qui te reprochent ton manque d'enthousiasme dans ta façon de t'exprimer. En revanche, ne t'a-t-on jamais dit que ta façon de t'exprimer est plutôt relaxante et reposante ?» Non, jamais. C'est vrai qu'on m'a reproché mon manque d'enthousiasme, surtout les rares fois où j'ai commenté des matchs de foot. Parce que moi, j'ai toujours pensé que j'étais là pour donner un avis technique, tactique, et pas là pour vendre des savonnettes et m'extasier à chaque contrôle. Il y a beaucoup de commentateurs qui m'énervent à hurler dès qu'il y a un but ou un truc comme ça. Je suis pas comme ça. C'est vrai, l'autre jour, on m'a dit que j'étais taiseux. Et toute ma jeunesse, on m'a dit que j'étais bavard. Et c'est vrai que peut-être qu'en vieillissant, je change un peu. Je suis moins bavard. Sauf ici, évidemment. Parce que ici, je suis tout seul, il n'y a que moi qui parle. Ouais, je change. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est mes soucis et les accusations dont j'ai été victime? Je sais pas. Mais c'est vrai que je suis plus dans mon coin que je l'étais avant. Est-ce que ça se reflète sur ma façon de m'exprimer? C'est à vous de me le dire, pas à moi. QA 9236 me dit « Peux-tu nous raconter tes meilleures anecdotes avec notre Zizou national ?» Jusqu'à ce qu'il se fâche avec moi, Zidane m'appelait quand il y avait un truc qui lui plaisait pas dans l'équipe pour le faire rectifier. Il y a eu un truc une fois avec l'Algérie, il me semble. Il y a aussi une fois où mon chef m'avait dit « Ça fait trop longtemps que Zidane n'a pas parlé, tu vas à Turin, tu te plantes devant lui à l'entraînement et tu arraches une interview. » Même si ça doit durer une semaine. En fait, j'ai été et quand je suis tombé sur Zidane, je lui ai dit écoute, voilà, ils m'ont dit voilà, il faut que je reste une semaine, donc t'es gentil, tu réponds à mes questions. Et puis, alors qu'il m'avait répondu gentiment à mes questions, platement, parce que bon, c'est Zidane, hein, il n'a jamais été un client extraordinaire. Mais voilà, si j'ai une anecdote. Un jour, je faisais une interview avec Dugarry et il m'avait donné rendez-vous dans sa chambre au Concorde Lafayette. Et on fait l'interview et j'entends du bruit. En fait, c'est Zidane qui arrive parce qu'en fait, ils partageaient la même suite. Il s'était extasié sur une des chemises Prada de Dugas. C'était un bon moment. Rolls Gano 68-96. Dans les difficultés actuelles de beaucoup de clubs, pourquoi ne parle-t-on pas davantage des centres de formation? Quel est le meilleur selon toi? Celui d'Auxerre est-il pour beaucoup dans la bonne saison que vit la GA en ce moment? Tous les clubs, même les clubs les plus riches, essayent d'avoir un bon centre de formation. Le problème, c'est avoir sa chance après en équipe première. Et il est évident que c'est beaucoup plus dur quand tu es à Monaco, à Marseille ou à Paris, que quand tu es à Sochaux ou au Havre ou à Auxerre, où effectivement la formation est quelque chose d'assez vital pour la pérennité du club. À Paris, non, même si tu loupes des très gros joueurs comme Maignan, Coman, Nkunku, c'est pas grave, parce que t'en achètes d'autres. Je veux dire, après, qu'un club comme Marseille soit pas foutu de mettre un ou deux joueurs du centre régulièrement dans son effectif pro, c'est un petit peu dommage. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Un centre de formation, oui, ça peut être très bien, mais d'abord, il y a des générations. T'as des très bonnes générations, t'en as des moins bonnes, et ça veut rien dire, ça veut pas dire que d'un seul coup, le club s'est mis à mal travailler, ça veut dire que, voilà, il y a des parce que t'as aucune garantie avec un jeune. Tu peux avoir un jeune super prometteur à 12-13 ans, et puis qui vit mal sa croissance et sa puberté, et puis ou inversement, le recrutement chez les jeunes est loin d'une science exacte. C'est pour ça qu'il y a autant de déchets d'ailleurs. Et forcément, du coup, les centres de formation ont des résultats aléatoires. Nicolas Scali. Maintenant qu'il y a prescription, pouvons-nous revenir sur un des épisodes les plus pathétiques de l'équipe de France, Naïsna? Avez-vous connaissance de faits ou d'explications qui ne sont pas sortis dans la presse? Et si vous pouvez nous les communiquer et nous expliquer pourquoi?
Je me souviens, j'étais allé voir Raymond Domenech et Estelle dans leur maison en Bretagne. C'était juste après Naïsla. Je m'étais arrivé en me jurant de ne pas emmerder Raymond avec ça. Moi, j'étais venu là pour voir des amis et pas pour faire une interview. Et en fait, c'est Raymond qui a déballé son sac. Il m'a confirmé ce que je savais déjà, hein, c'est-à-dire que Ribéry n'a jamais frappé ni même agressé spécialement Johan Gourcuff. Il pouvait être lourd avec lui, mais bon, Franck, il était un peu lourdingue avec tout le monde, donc puis voilà, il fallait vraiment avoir l'esprit mal placé pour pas voir qui déconnait. Donc voilà, mais il y a des mecs qui ont été effectivement beaucoup moins classe là-dedans. Evra, Abidal, qui étaient vraiment les meneurs de cette triste période. Gourcuff a été totalement boycotté par l'équipe. Hein. Malouda qui la veille du premier match dit moi je voulais bien défendre pour Zidane, je veux pas défendre pour Gourcuff. Évidemment, Domenech a eu la seule réaction normale pour un coach quand un joueur lui sort ça, c'est lui dire bah écoute, tu joues pas. C'est une mauvaise sélection. Je pense aussi que rattraper Thierry Henry par les branches pour le mettre quand même dans l'équipe, mais ne pas le mettre sur le terrain alors que le gars t'as sauvé la tête du bio tant de fois. Je pense qu'à partir du moment où t'emmènes Henry, bah Henry doit jouer. En le mettant en remplaçant, tu lui coupes son influence par le reste du groupe. C'est ce que m'avait dit Henry. J'ai dit mais pourquoi t'as rien dit? Il m'a dit mais tu voulais que les autres me disent ferme ta gueule, tu joues pas. Ce qui d'ailleurs en dit long sur l'ambiance au sein de ce groupe. Je pense que c'était un mauvais groupe qui a mal agi. Avec un coach qui a été très rapidement dépassé par les événements. Le chacal doré. Peux-tu nous parler un peu plus des causes de ta double greffe? J'ai été victime d'une cirrhose NASH, c'est-à-dire une cirrhose non alcoolique. Il aurait pu manquer qu'elle soit alcoolique vu que j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Cirrhose qui est due à la malbouffe, au diabète, à l'inactivité, au cholestérol, à l'âge aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases pour finir en cirrhose, mais si vous en avez 2 sur 3, vous avez un risque de l'être. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais le foie d'un mec alcoolique au dernier degré. C'est un foie d'humain, c'est tout lisse comme un foie de veau. Le mien, il était dégueulasse, plein de boutons, vérolé, horrible. Et voilà. Et aussi mon rein qui était touché. Tout ça, faut pas se leurrer, c'est la conséquence de la malbouffe pendant des années. Et voilà, j'ai été greffé à 3 jours de la mort, hein, puisqu'il me restait 3 jours à vivre au moment où je suis monté à la table d'opération. Ça fera 8 ans dans 3 jours. Je vais aussi bien que possible, même si effectivement je suis l'ombre de ce que j'étais. Avec 18 médocs par jour, une perfusion d'anti-rejet tous les mois. Et beaucoup de changements dans ma vie, moi qui étais un couche-tard, maintenant je suis obligé de lutter pour me coucher à 23h le soir. Physiquement, j'ai perdu tous mes muscles. Je suis encore en vie, mais ça a un prix. Néonissar me dit « J'apprends que la revue de l'After s'arrête. Penses-tu que l'avenir soit sombre pour la presse footballistique et quelle solution vois-tu » Je pense que l'avenir est sombre pour toute la presse papier. Et que l'avenir est sombre pour cette presse intello. Je pense que l'after, c'est comme SoFoot, ça intellectualise le foot à outrance. Et je suis pas certain qu'il y ait une clientèle extrêmement développée pour lire des articles très longs et des articles de fond sur le football, avec beaucoup de références, alors beaucoup de branlettes aussi. Voilà, je pense que c'est pas forcément les choses les mieux calibrées pour le public de foot. Mais c'est vrai que 11 mondial est en survie aussi, donc je pense aussi que d'une manière générale, la presse papier est en grande difficulté. Et enfin, la dernière question de la semaine de Manu B. Canal a décidé de retirer ses chaînes de la TNT, ayant pour conséquence de priver le cinéma français de 200 millions d'euros. Que penses-tu de cette décision de Vincent Bolloré? Je pense, et je le dis depuis le début, que c'est scandaleux
d'avoir supprimé la fréquence de C8, parce que ça dénote déjà un mépris total pour les téléspectateurs qui en ont fait, et de très loin, la chaîne numéro 1 de la TNT. Donc ça veut vraiment dire aux gens, on n'en a rien à foutre de ce qui vous plaît, c'est nous qui décidons ce que vous pouvez regarder ou pas. Déjà en soi c'est scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est de supprimer une chaîne juste pour s'attaquer à une émission qui, elle, en plus, ne sera même pas touchée par ça, puisqu'il faut pas se leurrer. Si C8 s'arrête en février, le 8 février, le 9 février, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs seront sur une autre chaîne. Voilà, c'est faire fi de tous les employés de C8, c'est faire fi de l'émission sur les animaux, de l'émission de Jordan Deluxe, de l'émission de William Lémergie, de Y'a que la vérité qui compte, de l'émission sur la bagnole. Enfin, ça me paraît totalement scandaleux comme décision. Et effectivement, Canal a mis le temps à trouver la réponse, mais la réponse qu'ils ont trouvée, c'est implacable, de retirer toutes les chaînes Canal de la TNT, ce qui va mettre un coup assez terrible à la TNT, et ce qui va mettre un coup terrible au cinéma français. Alors j'entends que ça va surtout toucher les films bobos de gauche, qui d'ailleurs vomissent tous sur Bolloré, mais qui sont bien contents de toucher le fric de Canal pour arriver à monter leurs pauvres films. Voilà, maintenant il faut voir comment l'Arcom va-t-il réagir à ça, comment le Conseil d'État va réagir à ça. Mais encore une fois, supprimer la chaîne numéro 1 de la TNT juste pour s'attaquer à TPMP, je trouve ça minable et une drôle de conception de la démocratie quand même, sachant qu'il y a bien d'autres programmes sur d'autres chaînes que je trouve tout aussi insupportables que TPMP. Voilà, mes petits amis, écoutez, on se retrouve dès demain soir pour les 2 matchs de nos représentants français en Ligue des Champions, mercredi les 2 autres, jeudi Lyon, Francfort et un petit peu de Nice, même si Nice est quasiment déjà éliminé. Vendredi, les pronos légendaires, le championnat, enfin ça n'arrête jamais. Mais bon, on aime ça quand même, hein. Le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne journée, salut.